Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce web journal du mardi 24 février. Ma collègue Anne-Sophie Saint-Gelais nous a préparé une revue des principales manchettes des différents journaux. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Laurie. Tout d'abord, le quotidien ce matin nous en apprenait davantage concernant le poupon jeté à la poubelle à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Effectivement, la journaliste du quotidien Laura Lévesque nous apprend que la jeune mère, Marie-Pierre Normand-Lajeune, a été accusée de meurtre au second degré. Elle a comparu hier matin à partir de son lit d'hôpital. En fait, un geste posé par la mère aurait causé le décès, mais le geste exact n'a pas été dévoilé par les autorités. Le conjoint de Mme Lajeune a mentionné la possibilité d'une noyade puisqu'elle se trouvait à l'intérieur de la salle de bain au moment de l'accouchement. Le père, lui, n'était pas au courant de la grossesse et n'est pour le moment pas accusé de rien. Par contre, la jeune femme est présentement hospitalisée à l'hôpital d'Alma. Puis, comme la nature de l'accusation oblige la détention, elle prendra le chemin de la prison dès qu'elle obtiendra son congé de la psychiatrie. Et puis, elle a aussi une interdiction de communiquer avec son conjoint et la mère de celui-ci. En fait, c'est les deux personnes qui habitent l'établissement où le corps a été retrouvé. Pour ce qui est de son avocate, Maître Marie-Ève Saint-Cyr, elle compte demander une évaluation sur la responsabilité criminelle, puisque selon elle, il est impossible que Mme Lajeune réalise ce qui s'est réellement passé. Et le criminaliste Maître Dominique Bouchard s'est prononcé sur le dossier. Effectivement, Maître Bouchard croit que l'infanticide pourrait être envisagé, en fait, si jamais un psychiatre, en accord avec la couronne, en venait à la conclusion que la jeune femme n'était pas en mesure de juger ce qu'elle faisait au moment des événements, l'infanticide pourrait remplacer le meurtre au second degré. À la une du Journal du Québec, édition Saguenay-Lac-Saint-Jean, le maire de Roberval est en furie contre Hydro-Québec. Effectivement, Jean Tremblay nous rapporte que l'installation de compteurs intelligents d'Hydro-Québec pourrait être la cause de l'augmentation de la facture du maire Guy Larouche. En fait, sa résidence, il note une augmentation de 740 $, ce qui représente en fait une augmentation de 30 Pour lui, il y a un parallèle à faire entre les démissions surprises des hauts gradés d'Hydro-Québec et les contestations contre le déploiement de ces nouveaux compteurs intelligents. En fait, Guy Larouche doute complètement de l'efficacité du compteur intelligent de deuxième génération, puis il est inquiet face à l'arrivée de ceux de troisième génération. Le porte-parole d'Hydro-Québec, Serge Abergel, a mentionné aux journalistes du Journal de Québec qu'il n'y a aucun risque pour la santé et qu'en fait, l'augmentation de la facture du compte d'électricité pourrait être expliquée par différents facteurs, notamment le froid rigoureux qui a touché ici la région. Et un dossier dans la presse ce matin soulève des inquiétudes concernant la communication entre les professionnels de la santé. Un dossier écrit de la plume de Gabrielle Duchesne nous apprend que Louise Légaré, donc une femme de 57 ans, s'est suicidée en juin dernier. 8 médicaments auraient été retrouvés dans son sang. Ces médicaments auraient été prescrits par 3 médecins différents, mais auraient tous été achetés à la même pharmacie. Donc, la coroner en charge de l'enquête somme le gouvernement de rendre accessible à tous les médecins le dossier Santé Québec. Donc, c'est un projet qui vise à relier par un même réseau informatique les hôpitaux, les pharmacies et les cliniques de toute la province. Selon le journal La Presse, près de 10 ans après le lancement du projet, l'informatisation implantée dans les établissements de santé aurait été faite dans seulement 30 d'entre elles. Et puis, le projet qui aurait initialement dû être fait en 2010 au coût de 500 millions de dollars, on prévoit maintenant qu'il termine en 2015, donc avec même un coût dépassant les 1,5 milliard de dollars. Et finalement, dans le Devoir, nous apprenons que la commission parlementaire sur le projet de la loi 20 a mal débuté. Oui, au dire de la journaliste Jessica Nadeau, 2 intervenants prévus aujourd'hui pour la première journée de la commission auraient dû annuler ou même reporter leur présence à Québec. En fait, le manque de temps pour se préparer adéquatement serait en cause. Le barreau de Québec, qui a été convoqué pour aujourd'hui donner son avis sur l'aspect légal des restrictions imposées par le projet de loi. Donc, c'est un projet de loi qui vise les traitements de fécondation in vitro pour les femmes de plus de 42 ans. Le barreau est toutefois toujours à l'étude du projet et juge que le moment n'est pas opportun pour donner son opinion tout de suite. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec devait aussi passer aujourd'hui. Toutefois, le président de la Fédération, le Dr Louis Godin, soutient qu'il est impossible de préparer un mémoire de qualité pour la première journée d'intervention. Une trentaine de groupes de chercheurs et de médecins présenteront des mémoires dans les 6 prochaines semaines. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Je vous en prie.
Plusieurs organismes de la région se sont associés à la ville de Saguenay à l'occasion de la première semaine du patrimoine. Des activités auront lieu partout sur le territoire de la ville. Jacob Cassidy, les citoyens ont eu la chance de visiter la Société historique du Saguenay. En effet, Laurie, hier après-midi, la Société d'histoire du Saguenay a reçu les visiteurs dans son entrepôt afin de montrer leurs installations, mais aussi de parler des différents services qui y sont offerts. C'est sur peau de bête. Ça date de 1597. Depuis plus de 80 ans, la Société historique du Saguenay entrepose et classifie toutes sortes de documents anciens. Pour cet organisme à but non lucratif, la Semaine du patrimoine est une occasion idéale pour se faire connaître. Ça permet de rejoindre monsieur et madame tout le monde, donc qui viennent faire un tour. Souvent, ils entendent parler c'est quoi, c'est la Société historique ou un centre d'archives. Donc là, ça leur permet vraiment de voir de leurs yeux comment ça fonctionne, dans quelles conditions que c'est conservé. La température, l'humidité, tout est contrôlé pour protéger les documents disponibles pour consultation. Des documents photographiques, beaucoup, ce qui est beaucoup demandé, donc ce qui intéresse beaucoup les gens. Des documents textuels, évidemment. Ensuite, on a des plans d'architectes, d'ingénieurs. Il y a des documents, des enquêtes de coroner qui sont aussi disponibles. D'autres organismes et musées de la région organiseront des activités spéciales dans le cadre de la Semaine du patrimoine. C'est notamment le cas de la pulperie de Chicoutimi qui propose une activité pour les personnes âgées. Ils vont faire la visite avec une guide ici professionnelle de l'exposition Chicoutimi. Ensuite, ils vont dîner ici et après, c'est le jeu. Pour Mme Perron, la Semaine du patrimoine sera avantageuse pour les musées de Saguenay. Ça nous permet d'aller chercher une clientèle qui, habituellement, ne vient pas. Là, ce qui est intéressant au niveau de la médiation culturelle, c'est que les musées, les institutions aillent vers le public et non le contraire. Plusieurs autres activités auront lieu dans le cadre de la Semaine du patrimoine qui prendra fin ce dimanche 1er mars. Jacob Cassidy, ATM Nouvelles, Saguenay. Le gouvernement du Québec et la ville de Saguenay ont annoncé un investissement de près de 1,4 million sur le site de la pulperie de Chicoutimi. Cette subvention permettra au musée régional de rénover le bâtiment 1903 et le jardin des vestiges. Selon le responsable des communications à la pulperie, cette annonce pourrait permettre au musée d'élargir son créneau d'activité. Parce que là, on est un bâtiment qui est désuet, qui est dangereux pour la sécurité des gens. On présente juste des activités dans le bâtiment 1912. Donc là, le 1903 rénové et le site accessible pour tout le monde, ça va faire plus de diversité puis plus d'exposition pour le public aussi. Le politologue au département des sciences humaines de l'Université de Québec à Chicoutimi, Michel Roche, croit que ce n'est plus l'économie qui est au service des humains, mais bien les humains qui sont au service de l'économie. C'est ce qu'il a affirmé lors de la conférence qu'il tenait hier soir à l'UQAC. Charles-Antoine Rondeau, pourquoi M. Roche tenait-il à faire cette conférence? Eh bien, Laurie, c'est certainement dans le cadre de la situation actuelle, donc suite aux nombreuses coupes du gouvernement provincial lors des derniers mois et au phénomène d'austérité auquel on fait face actuellement. M. Roche veut nous faire part qu'il y a d'autres options pour une société moderne comme la nôtre que celle du néolibéralisme. Voici ce qu'il avait à dire à ce sujet. Il m'apparaît absolument nécessaire actuellement de déconstruire le discours que nous impose actuellement le gouvernement, voulant que la question du déficit et de la dette sont des urgences nationales. Donc, selon lui, la dette provinciale ne devrait pas être une priorité. Effectivement, Laurie, M. Roche ne comprend pas pourquoi c'est une priorité si importante aujourd'hui, en 2015, que de réduire la dette, alors que ça ne l'a jamais été par le passé. Il croit que cette obsession nous empêche d'avoir des projets de société et il faut enlever de la tête des gens que nous sommes trop pauvres. Il croit qu'il y a trop de gens encore aujourd'hui qui adhèrent aux propos du gouvernement sans s'informer davantage. Et M. Roche semble nostalgique face à la Révolution tranquille. Oui, effectivement, il affirme même carrément que le gouvernement tente de démanteler les acquis de la Révolution tranquille. Et comme je l'ai dit plus tôt, il croit que nous n'avons plus de projet de société, de projet commun. Et c'est ce qui pourrait expliquer pourquoi la société est aussi divisée aujourd'hui et pourquoi nous ne voyons plus en nos politiciens des leaders aussi imposants qu'auparavant. Il estime que l'on assiste à une harperisation de l'information de la part du gouvernement. Oui, exactement. En fait, ça, c'est les propos du président du syndicat des agents de communication du gouvernement du Québec, M. Richard Perron. Cependant, M. Roche semble adhérer énormément aux propos de M. Perron. Voici ce qu'il avait à dire à ce sujet. La propagande, c'est une arme de guerre
Et le gouvernement actuellement tient bien entendu à obtenir le plus d'appui possible dans la population et pour ce faire, ne recule devant aucun moyen en ce qui concerne bien entendu les communications. Merci beaucoup, Charles-Antoine. Merci à vous, Laurie. Le conférencier et chroniqueur techno François Charon est de passage au Saguenay pour donner ses conseils aux entrepreneurs souhaitant se lancer dans le commerce en ligne. Il a présenté son coffre à outils web votresite.ca lors d'une conférence donnée hier au Cégep de Jonquière. Antoine Saint-Pierre l'a reçu ce matin sur notre plateau. Bonjour, M. Charon. Bonjour. D'abord, pourquoi les PME doivent-elles se lancer dans le commerce en ligne? Bien, pour survivre, tout simplement. Ils sont en train de faire faillite un derrière de l'autre. Qu'est-ce qui est arrivé à Target récemment, une multinationale américaine qui a investi des millions de dollars au Canada et qui, comme trop de PME au Québec, ne vendaient pas en ligne? C'est pas écœurant, hein? Target vient voir à mes conférences. Sans assommer les gens de chiffres, là, les Québécois, on dépense 7,3 milliards de dollars par année sur Internet. C'est de l'argent, c'est un maudit moyen temps. Mais il n'y a même pas 12 des PME qui vendent en ligne. Quand tu prends ces deux chiffres-là ensemble, ça fait en sorte que 3 piastres sur 4 que tu dépenses sur Internet, que ta mère, que ta gang dépense sur Internet, sort de la province. On a une fuite de capitaux à tous les jours. Justement, 88 des PME ne vendent pas en ligne. Qu'est-ce qui effraie les entrepreneurs, selon vous? Je ne sais pas. S'il y avait une chose qui les effrayait, on le réglerait facilement. Plusieurs pensent que c'est cher. C'est pas vrai, c'est rendu. Moi, j'ai une solution qui coûte 50 cents par jour, votresite.ca. C'est pas de l'argent, là, on se comprend. C'est pas compliqué parce que tous les logiciels que je mets en ligne sont testés par ma mère Ghislaine. Elle va avoir 70 ans. Si ma mère est capable, tout le monde est capable. Mais souvent, ils pensent que c'est peut-être pas pour eux. Puis ils se disent, ouais, mais tu sais, moi, dans la région, tout le monde me connaît. Genre, mon commerce est à Saint-Do, tout le monde passe devant. Non, c'est pas vrai. On est sur Google en permanence et on cherche les entreprises sur le web, même l'entreprise locale. Mais est-ce que, justement, le Québec éprouve un retard par rapport au commerce en ligne? Oui et non. C'est drôle, hein? Parce que le Québec, globalement, oui, on a un gros retard. L'Ontario sont hyper bien équipés. Les Américains, on n'en parle même pas. Mais tant au Canada anglais qu'aux États-Unis qu'en France, la petite PME, la compagnie de 20 employés et moins, ils ont les mêmes problèmes. Ils sont totalement absents. En France, là, et comme ici, une PME sur deux de 20 employés et moins n'a pas de site Internet. Hey, ils n'ont pas de site Internet en 2015. Hey. C'est comme pas avoir l'électricité, là, comment? Donc, le commerce en ligne peut favoriser l'achat local. De quelle manière? Deux façons. Premièrement, on utilise beaucoup les boutiques en ligne pour aller voir. Tu sais, tu l'as dessus. Fait que je vais faire mon pré-magasinage, mon lèche-vitrine. Je vais faire du lèche-vitrine dans un commerce local, évidemment. Deuxièmement, le mode de livraison qui est en voie de devenir le plus populaire, c'est le ramassage en magasin. Il faut être quelqu'un de la place pour ramasser en magasin. Pourquoi? Parce qu'on est cheap. On ne veut pas payer le 5-10$ de livraison. Alors, si on a l'occasion de sauver le 5$ de livraison, puis de dire, bien écoute, je vais passer, je vais aller le chercher en magasin, c'est ce que les gens font. La journée, ils achètent, puis le soir, ils vont chercher. On a remarqué une hausse en ce qui concerne les locaux à louer au Québec. De quelle manière, de quelle manière ça pourrait aider l'achat en détail? Bien, c'est-à-dire que c'est peut-être plus une conséquence. Tu sais, moi, je vois depuis 2 ans, là, on se promène, l'économie va globalement bien. Tu sais, on n'est pas en récession présentement. Et il y a une tonne de locaux à louer partout. Moi, je le vois comme un symptôme disant que ça ne va pas bien, les entreprises, les PME ne se sont pas pris en main, ils n'ont pas pris le virage, le virage du web. Et le 3 piastres sur 4 du 7,3 milliards là, qui sort de la province, il est là dans les locaux à louer. Si cet argent-là revenait au Québec, bien, Luc et Manon, c'est comme ça que j'ai fini par appeler les propriétaires de petites PME, bien, ils seraient là, puis ils créeraient des jobs. Malheureusement, il y en a une gang qui ont fait ou d'autres qui vont faire faillite. Les entrepreneurs à qui vous présentez votre site sont-ils ouverts au commerce en ligne? Oui, mais ils sont durs à aller rejoindre. Ça fait 2 ans que j'ai mon bâton de pèlerin, que je fais le tour du Québec, et il y a encore le même chiffre, une PME sur 2 qui n'a pas de site Internet. Puis le commerce en ligne, comme on le disait, 12 qui vendent en ligne, ça n'a pas de saint maudit bon sens. Il faut leur faire peur. Il faut multiplier les actions comme on fait là, faire des entrevues. Je suis en tournée de conférences partout à travers le Québec. On donne des cours dans toutes les commissions scolaires. Vous pouvez aller ici au Saguenay, comme à Alma, Forgescom, ou encore au service aux entreprises de Jonquière. Dans les prochaines semaines, on donne mes 2 cours, apprendre à faire un site web ou encore apprendre à faire une boutique en ligne. Des petits cours de 6 heures, ça coûte 70$. C'est rien pour une entreprise. Et là, on apprend à faire son site web, on apprend à faire sa boutique en ligne. Donc, on prend une machine à voyager dans le temps et on arrive en 2015 avec son entreprise. Et est-ce que c'est plus populaire auprès des jeunes?
Oui, et plus populaire auprès des femmes. Je te dirais que si il y a un groupe de la population qui va sauver les PME, je te dirais que c'est un peu plus les filles. Dans les salles de conférence, dans les salles de cours, on constate qu'il y a vraiment plus de femmes et que tout ce qui est communication à l'intérieur des petites entreprises est souvent géré par les femmes. C'est sûr que les jeunes se tournent naturellement vers les technologies, mais c'est pas parce qu'ils sont venus au monde avec un Facebook ou une tablette dans les mains qui sont nécessairement bons en commerce électronique ou en site web. Alors là, il faut passer par le même processus que les adultes, c'est-à-dire aller suivre une formation puis comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais selon vous, quel est justement le rôle des jeunes dans l'entrepreneuriat au Québec? Bien, je pense que les jeunes vont justement pouvoir aider les générations qui sont en haut d'eux à peut-être prendre le virage. C'est plus naturel pour un jeune de jouer avec un logiciel de création de site web ou de création de boutique en ligne. Moi, j'aimerais ça que les jeunes jouent une part plus active à l'intérieur des entreprises familiales en disant hey, passe-moi là l'ordinateur, là, je vais la faire, la boutique en ligne. À la mi-session qui s'en vient, là, c'est pas long, là, ça va me prendre une journée ou deux. Je branche l'entreprise familiale ou encore je branche l'entreprise de mon oncle. Si l'ensemble des jeunes se donnait comme pour mission de dire moi, je branche une ou deux PME là, dans mon environnement, on changerait carrément la statistique au Québec. Vous avez parlé de Facebook. Quels sont le rôle des médias sociaux rapidement dans l'entrepreneuriat au Québec? Malheureusement, Facebook fait en sorte que plusieurs PME n'ont pas de site web, ne vendent pas en ligne. Ils ont une page Facebook entreprise, puis ils ont l'impression d'être sur Internet, ce qui est faux. Alors, ils s'en vont dans le mur avec ça. Merci beaucoup, M. Charron. Plaisir. La Commission d'aménagement du territoire et urbanisme soumettra une recommandation aux membres du conseil municipal le 2 mars prochain à l'effet de retirer le statut patrimonial à l'église Notre-Dame de Fatima de l'arrondissement Jonquière. La commission acquiesce ainsi à la demande du promoteur Bernard Larouche. Cette décision lui permettra de démolir le bâtiment pour relancer son projet immobilier dans le secteur. Le CFP de Jonquière offrira dès le mois de mars des cours de dépannage. La population pourra apprendre à faire des sushis, à parler l'espagnol ou à cuisiner santé pour un montant variant entre 40 et 50 $. L'objectif des cours est de remplir les locaux du CFP en soirée. C'est ce qui conclut notre web journal du mardi 24 février. Merci d'avoir été là. Au revoir.